Le 17 septembre 2011, des ouvriers démolissaient un vieil immeuble médical dans le quartier Saint-Cyprien de Toulouse. Derrière un mur de plâtre jauni par les décennies, ils ont découvert une petite boîte métallique rouillée. À l'intérieur, une cassette audio. Quand les autorités l'ont écoutée, ils ont entendu la voix tremblante d'un homme. « Je m'appelle Antoine Mercier. Si vous entendez ceci, c'est que je ne suis plus là pour expliquer moi-même. Ce que j'ai fait, personne ne pouvait le savoir. Personne ne devait le savoir. » Cette voix appartenait à un cardiologue respecté qui avait disparu 24 ans plus tôt, en septembre 1987, sans laisser la moindre trace. Sa femme l'avait attendu pendant des années. Ses enfants avaient grandi sans savoir ce qui était arrivé à leur père. Les enquêteurs avaient exploré toutes les pistes possibles, sans jamais comprendre comment un homme pouvait simplement s'évaporer un mardi après-midi ensoleillé. Mais cette cassette allait tout révéler. Le secret qu'Antoine Mercier avait caché pendant les derniers jours de sa vie était si troublant qu'il avait préféré disparaître plutôt que d'affronter les conséquences. Sur cette bande magnétique vieille de plus de 2 décennies, il avait confessé une vérité qui changerait à jamais la façon dont sa famille, ses collègues et toute la communauté médicale de Toulouse comprendraient sa disparition. Qu'est-ce qui pousse un médecin dévoué, un père de famille aimant, à tout abandonner du jour au lendemain? Quel secret était si lourd qu'il ne pouvait être partagé avec personne, pas même avec ceux qui l'aimaient le plus? Et pourquoi avoir enregistré cette confession, sachant qu'elle pourrait être découverte des années plus tard? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Toulouse, en 1987, était une ville en pleine transformation. La capitale de l'Occitanie, avec ses briques roses caractéristiques et ses 400 000 habitants, combinait son héritage médiéval avec l'essor de l'industrie aéronautique. Le quartier des Minimes, où vivait la famille Mercier, était l'un des secteurs résidentiels prisés de la ville, avec ses immeubles des années 70, ses petits commerces de proximité et ses écoles réputées. Antoine Mercier avait 42 ans en cette année 1987. Né à Albi en 1945, juste après la Libération, il avait grandi dans une famille modeste. Son père était cheminot, sa mère couturière. Brillant élève, il avait obtenu son baccalauréat avec mention et était parti étudier la médecine à la faculté de Toulouse-Purpan. Ses professeurs se souvenaient d'un étudiant rigoureux, perfectionniste, parfois trop exigeant envers lui-même. Il s'était spécialisé en cardiologie dans les années 70, une époque où cette discipline connaissait des avancées majeures. Les premiers pacemakers implantables, les nouvelles techniques de cathétérisme, les progrès dans le traitement de l'infarctus du myocarde. Antoine était fasciné par le cœur, cet organe qui battait 100 000 fois par jour et dont le moindre dysfonctionnement pouvait être fatal. Il avait soutenu sa thèse sur les malformations cardiaques congénitales en 1974, avec les félicitations du jury. En 1972, pendant son internat, il avait rencontré Sylvie Garnier, une infirmière de 23 ans qui travaillait au service de cardiologie de l'hôpital Purpan. Elle venait de Montauban, avait des cheveux châtains qu'elle attachait toujours en chignon strict pendant son service et possédait cette capacité rare de mettre les patients à l'aise même dans les moments les plus angoissants. Antoine était tombé amoureux de sa douceur, de sa patience avec les malades âgés, de la façon dont elle parlait aux enfants hospitalisés comme s'ils étaient les personnes les plus importantes du monde. Ils s'étaient mariés en juin 1973, dans une petite église de Montauban, entourés de leur famille et de quelques collègues. Le repas de noces avait eu lieu dans le jardin des parents de Sylvie, sous les tilleuls. Sur les photos jaunies de l'époque, on voyait un jeune homme, mince aux cheveux bruns soigneusement peignés, avec des lunettes à monture épaisse typiques des années 70, et une jeune femme, au sourire lumineux dans sa robe blanche simple. Leur premier enfant, Mathieu, était né en août 1973.
un bébé robuste de 3 kg 800 grammes. Antoine avait assisté à l'accouchement, chose encore peu courante à l'époque, et avait pleuré en tenant son fils pour la première fois. Leur fille, Camille, était arrivée 4 ans plus tard, en avril 1977, complétant leur famille. Sylvie avait arrêté de travailler pour s'occuper des enfants, une décision qu'ils avaient prise ensemble, même si les finances étaient parfois serrées pendant les années d'internat d'Antoine. En 1980, Antoine avait ouvert son propre cabinet dans le quartier de Compensa-Farelli, pas loin de la gare Matabio. C'était un local au rez-de-chaussée d'un immeuble en briques, avec une salle d'attente décorée de plantes vertes et de magazines médicaux, un cabinet de consultation et une petite pièce pour les examens. Il avait engagé Madeleine Fontaine comme secrétaire, une femme de 55 ans qui avait travaillé pendant 20 ans dans un cabinet de médecine générale, avant que son ancien employeur ne parte à la retraite. Le docteur Mercier s'était rapidement fait une réputation solide. Ses patients appréciaient son écoute attentive, le temps qu'il prenait pour expliquer les diagnostics, sa disponibilité même en dehors des heures de consultation. Il avait cette capacité de parler de sujets médicaux complexes avec des mots simples, sans jamais être condescendant. Les personnes âgées, en particulier, lui faisaient entièrement confiance. Il suivait certains patients depuis 7 ans, connaissait leurs familles, leurs histoires. Parallèlement à son cabinet, Antoine donnait quelques cours à la faculté de médecine et participait à des recherches sur les cardiopathies congénitales. C'était un sujet qui le passionnait depuis ses années d'études. Il collaborait avec l'hôpital des enfants de Toulouse, consultait régulièrement sur des cas complexes de nourrissons et d'enfants nés avec des malformations cardiaques. Dans les années 80, ces pathologies étaient encore souvent fatales, malgré les progrès de la chirurgie cardiaque pédiatrique. Au printemps 1987, Antoine avait coécrit un article publié dans une revue médicale française sur un protocole de diagnostic précoce des communications interventriculaires chez les nouveau-nés. L'article avait été bien reçu par la communauté médicale. Ses collègues le respectaient. Son meilleur ami, le docteur Laurent Vidal, pneumologue qui avait fait ses études avec lui, disait souvent qu'Antoine était l'un des meilleurs cardiologues de Toulouse et surtout l'un des plus humains. La famille Mercier vivait au 3e étage d'un immeuble avenue des Minimes, un appartement de 4 pièces avec un balcon qui donnait sur une petite placette avec des platanes. Mathieu avait 14 ans en 1987. C'était un adolescent calme, passionné par l'histoire et l'archéologie, qui passait ses week-ends à la bibliothèque municipale ou au muséum de Toulouse. Il ressemblait à son père, avec les mêmes lunettes et la même tendance à se perdre dans ses pensées. Camille, 10 ans, était tout le contraire. Énergique, bavarde, passionnée de danse classique, elle prenait des cours 3 fois par semaine à l'école de danse du quartier. Elle rêvait de devenir danseuse professionnelle, un rêve que ses parents encourageaient avec tendresse, même s'ils savaient que la réalité serait probablement différente. Les Mercier étaient une famille ordinaire, avec leurs rituels du dimanche, leurs vacances d'été en Dordogne chez la sœur de Sylvie, leurs soirées passées devant la télévision à regarder les informations de 20 heures. Antoine rentrait généralement vers 19 heures, fatigué mais content de retrouver sa famille. Le dîner était le moment où chacun racontait sa journée. Sylvie cuisinait bien des plats traditionnels du sud-ouest, cassoulet, confit de canard, tarte aux pruneaux. Personne dans l'entourage d'Antoine Mercier n'aurait pu imaginer qu'il portait un secret. Personne n'aurait pu deviner que cet homme apparemment équilibré, dévoué à sa profession et à sa famille, se débattait avec un dilemme qui le rongeait de l'intérieur. En apparence, tout allait bien dans sa vie, mais derrière cette façade de normalité, quelque chose s'était fissuré. Le mardi 15 septembre 1987 commença comme n'importe quel autre jour pour Antoine Mercier. Il se leva à 6h30, comme d'habitude, prit sa douche pendant que Sylvie préparait le petit déjeuner dans la cuisine. L'odeur du café et des tartines grillées remplissait l'appartement. Mathieu était déjà à table, plongé dans un livre sur l'Empire romain.
Camille descendrait plus tard. Elle avait toujours du mal à se réveiller les matins d'école. Antoine but son café en lisant le journal La Dépêche du Midi. Il y avait un article sur les préparatifs du sommet franco-allemand, des nouvelles sur l'industrie aéronautique toulousaine. La météo annonçait une belle journée de fin d'été avec des températures autour de 24 degrés. Rien de particulier dans les actualités. Une journée ordinaire de septembre. Avant de partir, il embrassa Sylvie sur le front, ébouriffa les cheveux de Mathieu. « Tu travailles tard ce soir ?» demanda sa femme, comme elle le faisait presque chaque matin. « Non, j'ai juste la conférence à l'hôpital cet après-midi. Je devrais être rentré vers 19 heures, répondit-il. Il prit sa sacoche en cuir marron, celle qu'il utilisait depuis ses années d'internat, usée mais confortable, et sortit de l'appartement à 7h45. Le trajet jusqu'à son cabinet prenait environ 20 minutes en voiture. Antoine conduisait une Renault 25 grise qu'il avait achetée d'occasion 3 ans auparavant. Ce matin-là, il roula tranquillement à travers les rues de Toulouse. Écoutant France Inter à la radio, le trafic était fluide. Il gara sa voiture dans la petite rue perpendiculaire à son cabinet, comme tous les jours. Madeleine Fontaine était déjà arrivée quand il poussa la porte à 8h05. « Bonjour, docteur », dit-elle avec son sourire habituel. « Vous avez reçu les résultats d'analyse de Madame Delorme. Je les ai mis sur votre bureau. Et le professeur Blanchard a appelé hier soir. Il voudrait vous parler de ce cas d'arythmie dont vous avez discuté la semaine dernière. » Antoine hocha la tête, retira sa veste et l'accrocha au porte-manteau de son bureau. La matinée se déroula normalement. Il reçut 7 patients. Monsieur Roux, 68 ans, pour un contrôle de routine après son infarctus de l'année précédente. Madame Castelnau, 45 ans, qui se plaignait de palpitations. Le jeune Sébastien Pradel, 23 ans, sportif, qui voulait un bilan cardiaque avant de s'inscrire à un marathon. Chaque consultation durait environ 30 minutes. Antoine écoutait, examinait, rassurait, prescrivait. Son stéthoscope autour du cou, ses gestes précis, ses questions méthodiques. À 12h30, il ferma le cabinet pour la pause déjeuner. Madeleine partit rejoindre sa sœur qui habitait dans le quartier. Antoine, lui, avait l'habitude de manger un sandwich dans un petit café près de la gare où il lisait tranquillement le journal ou relisait ses notes. Ce mardi-là, il commanda un sandwich jambon beurre et un café. Le serveur, qui le connaissait bien, remarqua qu'il semblait préoccupé, moins bavard que d'habitude. « Ça va, docteur ? Vous avez l'air fatigué. » Antoine avait souri vaguement. « Oui, c'est juste beaucoup de travail en ce moment. » L'après-midi, il n'avait que 3 patients prévus au cabinet. Le dernier rendez-vous se termina à 15h30. Antoine dit à Madeleine qu'il partait pour la conférence à l'hôpital Purpan. « C'est la présentation du docteur Lefebvre sur les nouvelles techniques d'échocardiographie. Ça devrait durer jusqu'à 17h30 environ, expliqua-t-il. Madeleine nota dans son agenda. « Vous voulez que je prenne des rendez-vous pour demain matin ?»« Oui, comme d'habitude. Bonne soirée, Madeleine. » Il quitta le cabinet à 15h40, sa sacoche à la main. Plusieurs témoins l'aperçurent ensuite. Madame Ferreira, qui tenait la boulangerie au coin de la rue, le vit passer devant sa vitrine. « Il m'a fait un petit signe de la main, comme toujours », raconta-t-elle plus tard au policier. Il avait l'air normal, peut-être un peu pressé. Antoine arriva à l'hôpital Purpan vers 16h. Il signa le registre à l'entrée du bâtiment des conférences. Son nom était clairement inscrit, Dr A. Mercier, 16h02. La conférence avait lieu dans l'amphithéâtre principal, au 2e étage. Une 60aine de médecins et d'internes étaient présents. Le docteur Laurent Vidal, son ami, était assis 3 rangées devant lui. Il se retourna à un moment, fit un signe de tête à Antoine, qui lui répondit discrètement. La présentation du docteur Lefebvre dura effectivement jusqu'à 17h25. C'était une intervention technique sur les avancées de l'échocardiographie Doppler, avec des diapositives montrant des images cardiaques, des schémas de flux sanguin. Antoine prenait des notes dans un petit carnet qu'il gardait toujours dans sa poche. À la fin, il y eut quelques questions de l'assistance. Antoine ne posa aucune question, ce qui n'était pas inhabituel. Il préférait généralement discuter en privé avec les conférenciers. Quand la conférence se termina,
Plusieurs médecins se rassemblèrent dans le hall pour discuter. Laurent Vidal chercha Antoine du regard, mais ne le trouva pas dans la foule. Il supposa qu'il était parti rapidement, peut-être pressé de rentrer chez lui. Ce n'était pas étrange sur le moment, dira-t-il plus tard. Antoine était parfois discret, il n'aimait pas trop les conversations de groupe après les conférences. C'est là que les témoignages deviennent plus fragmentaires. Une infirmière, Hélène Garrigue, qui travaillait au service de cardiologie, affirma avoir vu le docteur Mercier sortir de l'hôpital vers 17h40. Il marchait d'un pas rapide, sa sacoche à la main. J'ai voulu le saluer, mais il ne m'a pas vu, il semblait perdu dans ses pensées. Elle le vit se diriger vers le parking où les médecins garaient généralement leurs véhicules. Mais la voiture d'Antoine ne se trouvait pas sur le parking de l'hôpital ce jour-là. Il l'avait garée ailleurs. À 18h15, un jogger qui courait le long du canal du Midi, près du pont de l'Embouchure dans le quartier de Borderouge, remarqua une Renault 25 grise stationnée sur le petit parking aménagé pour les promeneurs. Il ne lui accorda pas d'attention particulière. Des voitures étaient souvent garées là, des gens venaient se promener le long du canal, profiter de la fraîcheur du soir. À 18h45, un homme promenant son chien vit quelqu'un correspondant à la description d'Antoine Mercier marcher seul sur le chemin de halage. Il allait vers le nord, les mains dans les poches. Il ne semblait pas pressé, mais il ne regardait pas le paysage non plus. Il fixait le sol devant lui. Le promeneur ne le trouva pas suspect. Beaucoup de gens viennent marcher ici pour réfléchir, pour s'aérer l'esprit. Ce fut la dernière fois qu'Antoine Mercier fut aperçu avec certitude. À 19h30, Sylvie commença à s'inquiéter. Antoine n'était pas rentré, ce qui était inhabituel quand il disait être de retour pour 19h. Elle téléphona au cabinet, mais personne ne répondit. C'était normal. Madeleine était partie depuis longtemps. Elle appela l'hôpital Purpan, demanda à parler à quelqu'un du service de cardiologie. On lui confirma que la conférence s'était terminée vers 17h30, mais personne ne savait où se trouvait le docteur Mercier. À 20h, elle appela Laurent Vidal chez lui. « Tu n'as pas vu Antoine après la conférence ?» Laurent répondit que non, qu'il l'avait cherché dans le hall, mais ne l'avait pas trouvé. « Tu veux que je passe des coups de fil? Peut-être qu'il a eu une urgence avec un patient ?» Sylvie accepta reconnaissante, mais les appels ne donnèrent rien. Personne n'avait vu Antoine. À 21h, Sylvie téléphona à la police. On lui demanda de patienter. Peut-être que son mari avait simplement été retardé. « Vous savez, madame, les adultes ont le droit d'aller et venir. Il faut attendre au moins 24 heures avant de déclarer une disparition. » Mais Sylvie insista. « Vous ne comprenez pas, ce n'est pas dans ses habitudes. Il aurait appelé. Quelque chose ne va pas. » Le lendemain matin, mercredi 16 septembre, quand Antoine ne rentra toujours pas et ne donna aucun signe de vie, Sylvie retourna au commissariat de police du quartier des Minimes. Cette fois, on prit sa déposition officielle. Elle décrivit son mari, 1m78, 75 kilos, cheveux bruns grisonnants, lunettes à monture métallique, vêtu la veille d'un pantalon gris foncé, d'une chemise bleu clair et d'une veste en tweed. Il portait sa sacoche en cuir marron. L'inspecteur Jean-Claude Arnaud, 47 ans, 22 ans de service dans la police toulousaine, fut chargé de l'enquête. C'était un homme méthodique, patient, qui avait déjà traité plusieurs affaires de disparition. Il commença par les procédures standards. Vérification des hôpitaux, interrogatoire de la famille, des collègues, reconstitution des dernières heures. Le jeudi 17 septembre, la voiture d'Antoine fut retrouvée sur le parking près du canal du Midi. Elle était fermée à clé, rien ne semblait avoir été volé à l'intérieur. Sa sacoche médicale était posée sur le siège passager. Les policiers l'ouvrirent. Des dossiers de patients, son stéthoscope, son carnet de notes de la conférence, son portefeuille avec ses papiers d'identité, sa carte bancaire, 320 francs en liquide. Tout était là. Aucun signe de lutte, aucune trace de sang. Les enquêteurs interrogèrent les riverains, les promeneurs habituels du canal. Plusieurs confirmèrent avoir vu un homme correspondant à la description d'Antoine marcher le long de l'eau mardi soir. Mais personne ne l'avait vu avec quelqu'un d'autre. Personne n'avait entendu de cris, remarqué quoi que ce soit d'anormal.
Les plongeurs de la police fouillèrent le canal pendant 3 jours. Ils ne trouvèrent rien. Pas de corps, pas de vêtements, aucun indice. Le canal, à cet endroit, avait une profondeur d'environ 2 mètres. La visibilité sous l'eau était mauvaise, la vase épaisse, mais les recherches furent minutieuses. Rien. L'enquête s'intensifia. Les comptes bancaires d'Antoine furent examinés. Aucun retrait inhabituel dans les jours précédant sa disparition. Aucune transaction après le 15 septembre. Son dernier achat. Le sandwich et le café du mardi midi payés en liquide. Les relevés téléphoniques ne montrèrent aucun appel suspect. Les derniers coups de fil d'Antoine depuis son cabinet étaient tous professionnels. Des appels à des confrères, à l'hôpital, à des laboratoires d'analyse. Les collègues d'Antoine furent tous interrogés. Le docteur Vidal expliqua qu'Antoine semblait peut-être un peu fatigué ces dernières semaines, mais rien d'alarmant. Il travaillait beaucoup, comme nous tous. Il avait ce projet de recherche sur les cardiopathies congénitales qui lui prenait du temps, mais il n'avait jamais parlé de problèmes particuliers. Au Big, Madeleine Fontaine confirma que le docteur était peut-être plus silencieux que d'habitude depuis quelques jours, mais elle n'avait rien remarqué d'inquiétant. Les patients réguliers d'Antoine furent de contacter. Personne ne signala de comportement étrange lors des dernières consultations. Tous décrivaient un médecin attentif, professionnel, bienveillant. Certains étaient bouleversés par la nouvelle de sa disparition. « Le docteur Mercier m'avait sauvé la vie après mon infarctus », dit M. Roux aux enquêteurs, la voix tremblante. C'était un homme bon. Sylvie fut interrogée longuement. Elle décrivit son mariage comme heureux, sans problème majeur. Nous nous aimions. Bien sûr, il y avait les tensions normales de toute famille, les factures à payer, l'éducation des enfants, mais rien de grave. Antoine était un bon mari, un bon père. Elle évoqua les derniers jours. Il était peut-être un peu plus distant, maintenant que j'y repense, mais je pensais que c'était le travail. Il ne m'a rien dit, rien du tout. Les enquêteurs explorèrent l'hypothèse d'une maîtresse, d'une double vie. Mais rien ne confirma cette piste. Les déplacements d'Antoine étaient comptabilisés, son emploi du temps vérifié. Pas de rendez-vous secret, pas de chambre d'hôtel réservée, pas d'appel à des numéros inconnus. Sa vie semblait transparente. L'hypothèse du suicide fut également examinée. Le canal, la promenade solitaire, la voiture abandonnée, tout pouvait correspondre. Mais aucun corps ne fut retrouvé. Et surtout, aucune lettre, aucun message d'adieu. Antoine n'avait pas le profil typique du suicidaire selon les psychologues consultés. Pas d'antécédents de dépression, pas de signes avant-coureurs évidents. L'enquête piétinait. Des semaines passèrent sans nouvelles pistes. L'affaire fut médiatisée localement. La Dépêche du Midi publia plusieurs articles. La photo d'Antoine, celle de sa carte professionnelle où il souriait légèrement en costume-cravate, fut diffusée. Des témoignages affluèrent. Des gens qui croyaient l'avoir vu à Marseille, à Lyon, même à Bruxelles. Toutes ces pistes furent vérifiées. Toutes se révélèrent infondées. Au bout de 3 mois, l'enquête était au point mort. Antoine Mercier s'était évaporé. Les premiers mois furent un cauchemar pour la famille Mercier. Sylvie oscillait entre l'espoir et le désespoir. Chaque fois que le téléphone sonnait, son cœur s'emballait. Peut-être que c'était lui, peut-être qu'il avait perdu la mémoire, qu'il était quelque part, confus, incapable de retrouver son chemin. Ou peut-être que c'était la police avec de mauvaises nouvelles. Le pire et le meilleur se mélangeaient dans son esprit épuisé. Elle ne dormait presque plus. La nuit, elle restait éveillée dans leur lit, du côté d'Antoine, essayant de sentir son odeur sur l'oreiller, essayant de comprendre. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi ne lui avait-il rien dit? Avait-elle manqué des signes? Elle rejouait en boucle leur dernière conversation, leur dernier moment ensemble. Ce baiser sur le front le mardi matin, si banal, si ordinaire. Comment pouvait-elle savoir que c'était la dernière fois? Mathieu, 14 ans, se referma sur lui-même. Il passait des heures dans sa chambre, silencieux. À l'école, ses notes chutèrent. Ses professeurs remarquèrent qu'il était ailleurs, perdu dans ses pensées. Ses camarades ne savaient pas comment lui parler. Certains évitaient carrément le sujet, d'autres posaient des questions maladroites. « Alors ton père,
Il est mort ou quoi? Mathieu ne répondait pas. Il serrait les mâchoires et fixait ses cahiers. Camille, 10 ans, réagit différemment. Elle refusa d'abord de croire que son père ne reviendrait pas. « Papa va rentrer », disait-elle avec conviction. « Il fait peut-être une surprise, ou il est parti pour le travail très loin. » Sylvie ne savait pas quoi lui dire. Comment expliquer à une enfant de 10 ans que son père avait disparu sans laisser de traces? Comment lui faire comprendre que personne ne savait s'il était vivant ou mort? Les cours de danse de Camille continuèrent, mais sans la même joie. Elle dansait mécaniquement, les mouvements étaient là, mais pas l'énergie. Son professeur, Madame Rivière, prit Sylvie à part un jour. « Camille n'est plus la même, je comprends ce qu'elle traverse. Peut-être qu'un psychologue pourrait l'aider ?» Sylvie hocha la tête, les larmes aux yeux. Un psychologue. Elle-même en voyait un. Les enfants aussi maintenant. Financièrement, la situation devint rapidement difficile. Les revenus du cabinet s'étaient arrêtés net. Sylvie n'avait pas travaillé depuis 15 ans. Elle avait des économies, mais pas beaucoup. L'appartement était loué, heureusement, pas acheté. Mais il y avait les factures, la nourriture, les vêtements pour les enfants qui grandissaient. La sœur de Sylvie, Françoise, qui vivait en Dordogne, lui envoyait de l'argent quand elle le pouvait. Les parents d'Antoine, déjà âgés et sans grandes ressources, ne pouvaient pas aider beaucoup. Le cabinet médical d'Antoine dut fermer. Madeleine Fontaine perdit son emploi. Elle vint voir Sylvie, les larmes aux yeux. « Je suis tellement désolée, Madame Mercier. Si je peux faire quoi que ce soit... » Les patients du docteur Mercier durent trouver d'autres cardiologues. Certains envoyèrent des lettres à Sylvie, exprimant leur sympathie, leur espoir qu'Antoine soit retrouvé sain et sauf. Ces lettres la touchaient profondément, mais rendaient aussi la situation plus douloureuse. Laurent Vidal venait régulièrement prendre des nouvelles. Il se sentait coupable, sans savoir vraiment pourquoi. Peut-être aurait-il dû remarquer quelque chose. Parler plus avec Antoine après la conférence, il ressassait cette journée du 15 septembre. Antoine était là, 3 rangées derrière lui, et puis il n'était plus là. Comment était-ce possible? En janvier 1988, soit 4 mois après la disparition, l'inspecteur Arnaud convoqua Sylvie au commissariat. Il avait ce regard fatigué qu'elle connaissait maintenant bien. « Madame Mercier, je ne vais pas vous mentir. Nous n'avons plus de pistes actives. Nous gardons le dossier ouvert, bien sûr. Si de nouvelles informations arrivent, nous enquêterons. Mais pour le moment, nous sommes dans l'impasse. » Sylvie avait simplement hoché la tête. Elle s'y attendait. La vie continua, parce qu'elle n'avait pas le choix. Sylvie trouva un emploi comme aide-soignante dans une maison de retraite. Ce n'était pas exactement son ancien métier d'infirmière, mais ses qualifications étaient anciennes. Elle devrait suivre une formation pour reprendre officiellement. En attendant, elle prenait ce qu'elle trouvait. Les horaires étaient difficiles, le salaire modeste, mais ça permettait de payer les factures. Les anniversaires devinrent des moments déchirants. Le 43e anniversaire d'Antoine, en mars 1988, passa dans le silence. Personne dans la famille n'osa en parler. Puis ce fut le 15e anniversaire de Mathieu en août. Antoine aurait dû être là, aurait dû emmener son fils au restaurant, lui offrir le livre d'histoire qu'il convoitait. Sylvie fit de son mieux, organisa un petit goûter, invita quelques amis de Mathieu. Mais le siège vide à table était assourdissant. Au fil des mois, puis des années, la communauté médicale de Toulouse n'oublia pas complètement le docteur Mercier, mais l'urgence de l'inquiétude s'estompa. D'autres drames survenaient, d'autres histoires captaient l'attention. Les journaux cessèrent de mentionner l'affaire. Les gens qui avaient connu Antoine parlaient encore de lui occasionnellement, se demandant ce qui avait bien pu se passer. Mais la vie avait repris son cours. En 1990, soit 3 ans après la disparition, Sylvie prit une décision difficile. Elle fit établir un certificat de disparition légal. Ce n'était pas une déclaration de décès, mais un document reconnaissant officiellement qu'Antoine Mercier avait disparu dans des circonstances inexpliquées. Cela simplifiait certaines démarches administratives, permettait de gérer les quelques biens qu'il possédait. C'était aussi, d'une certaine façon, accepter que la vie devait continuer.
Mathieu obtint son baccalauréat en 1991, avec une mention. Il décida d'étudier l'histoire à l'université de Toulouse. Il était devenu un jeune homme sérieux, un peu sombre, qui parlait peu de son père, mais gardait une photo de lui sur son bureau. Il écrivait parfois des poèmes sur l'absence, sur les questions sans réponse. Il ne les montrait à personne. Camille, adolescente maintenant, avait abandonné la danse classique. Elle s'était tournée vers le théâtre, trouvant dans la comédie un moyen d'exprimer des émotions qu'elle ne savait pas formuler autrement. Elle jouait des rôles tragiques avec une intensité qui surprenait ses professeurs. Cette fille a vécu quelque chose, disait le directeur de la troupe de théâtre du lycée. Sylvie ne s'était jamais remariée, n'avait même jamais considéré l'idée. Comment aurait-elle pu? Antoine n'était ni vivant ni mort. Il était suspendu quelque part entre les deux, un fantôme qui hantait sa vie. Elle portait toujours son alliance. Parfois, des hommes lui faisaient des avances, à la maison de retraite où elle travaillait, dans les magasins. Elle les déclinait poliment. « Je suis mariée », disait-elle simplement. Les années passèrent, 1995, 1999, le nouveau millénaire, 2005. Mathieu devint professeur d'histoire dans un lycée de Toulouse. Camille s'installa à Paris pour tenter une carrière de comédienne. Sylvie prit sa retraite de la maison de retraite, fatiguée, mais satisfaite d'avoir tenu bon, d'avoir élevé ses enfants seuls. Ils parlaient parfois d'Antoine, surtout lors des repas de famille. Des souvenirs surgissaient, des anecdotes, des moments heureux d'avant. « Tu te souviens quand papa nous emmenait au muséum et qu'il nous expliquait l'évolution des espèces ?» disait Mathieu. « Ou les vacances en Dordogne, quand il essayait de faire du canoë et qu'il tombait toujours à l'eau ?» ajoutait Camille. Il riait, puis se taisait, conscient du vide que ses souvenirs révélaient. L'inspecteur Arnaud avait pris sa retraite en 2003. Avant de partir, il avait mis à jour une dernière fois le dossier Mercier. Affaire non résolue. Aucune nouvelle piste depuis 1988. Individu présumé décédé, circonstances inconnues. Le dossier fut archivé dans les caves du commissariat central de Toulouse, avec des centaines d'autres cas non résolus. Laurent Vidal, maintenant chef de service de pneumologie à l'hôpital Purpan, pensait encore régulièrement à son ami. Parfois, en voyant un patient dans un couloir de l'hôpital, il croyait reconnaître la silhouette d'Antoine. Son cœur s'arrêtait une seconde. Puis la personne se retournait, et ce n'était jamais lui. 24 ans. 24 ans qu'Antoine avait disparu sans laisser la moindre explication. Mais en 2011, tout allait changer. La vérité, enfermée depuis tant d'années dans une boîte métallique, allait enfin émerger. Le printemps 2011 fut marqué à Toulouse par plusieurs projets de rénovation urbaine. Le quartier de Saint-Cyprien, sur la rive gauche de la Garonne, connaissait depuis quelques années une transformation progressive. De vieux bâtiments des années 60 étaient démolis pour laisser place à des constructions plus modernes, plus conformes aux normes énergétiques actuelles. L'immeuble situé au numéro 43 de la rue des Amidonniers avait été construit en 1963. Pendant près de 50 ans, il avait abrité divers cabinets médicaux, des bureaux d'avocats, quelques appartements au dernier étage. Mais le bâtiment était vétuste, l'isolation thermique inexistante, les canalisations défectueuses. En 2009, les derniers occupants avaient quitté les lieux. Le bâtiment était resté vide pendant 2 ans, ses fenêtres condamnées par des planches, devenant progressivement un squelette urbain. En mars 2011, la municipalité accorda le permis de démolition. Une entreprise de travaux publics, la société Bâti Sud, fut chargée de l'opération. Le chantier démarra le lundi 14 mars. Une petite équipe de 6 ouvriers, dirigée par le chef de chantier Éric Delmas, un homme de 52 ans avec 30 ans d'expérience dans la démolition. Les premiers jours consistèrent à retirer les éléments récupérables. Les radiateurs, les tuyauteries en cuivre, les vieux luminaires, les portes en bois massif qui pourraient être revendues. Puis vint le moment de s'attaquer aux cloisons intérieures. Le bâtiment comptait 4 étages. L'équipe commença par le haut, méthodiquement, étage par étage.
Le vendredi 18 mars, vers 11 heures du matin, deux ouvriers, José Ferreira et Karim Benali, travaillaient au deuxième étage. Ils démolissaient les cloisons d'un ancien cabinet médical qui avait appartenu, selon les archives, à un dermatologue dans les années 70 et 80. Les murs en plâtre s'effondraient facilement sous les coups de masse. La poussière emplissait l'air, leur faisait porter des masques de protection. José attaquait un mur qui séparait l'ancien cabinet de consultation d'une petite réserve. C'était un mur plus épais que les autres, probablement construit pour isoler phoniquement la salle d'attente. Alors qu'il frappait une section près du sol, le plâtre céda différemment. Il y avait un espace vide derrière, pas juste l'épaisseur normale du mur. « Karim, viens voir !» appela José. Son collègue s'approcha. Ils élargirent l'ouverture avec précaution. Derrière le plâtre, à environ 50 cm du sol, il y avait effectivement une petite cavité. Et dans cette cavité, quelque chose brillait faiblement. José passa la main et sortit un objet métallique. C'était une boîte rectangulaire d'environ 20 cm de long sur 15 de large et 10 de haut. Le métal était rongé par l'humidité, couvert de taches de rouille orangée. La boîte avait un petit fermoir, mais pas de cadenas. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Karim, intrigué. José tourna la boîte entre ses mains. Elle était légère, mais pas vide. Quelque chose bougeait à l'intérieur quand il la secouait doucement. On dirait une vieille boîte à documents. « Tu crois qu'il y a de l'argent dedans ?» Karim rit. « Dans tes rêves, c'est probablement juste de vieux papiers moisis. » Mais José était curieux. Il ouvrit le fermoir avec précaution. Le couvercle grinça, résistant à cause de la rouille. À l'intérieur, enveloppé dans un sac plastique épais qui avait protégé son contenu de l'humidité, se trouvaient plusieurs objets. D'abord, une cassette audio. Une cassette TDK, le modèle standard des années 80, avec son étiquette blanche sur laquelle quelqu'un avait écrit au stylo bleu, d'une écriture serrée et penchée, « Antoine Mercier, septembre 1987, à écouter s'y trouver ». Ensuite, une enveloppe Kraft scellée. Sur l'enveloppe, la même écriture, document personnel, confidentiel. Et enfin, une photo. Une photo de famille, légèrement jaunie par le temps malgré la protection du plastique. On y voyait un homme d'une quarantaine d'années, des lunettes à monture métallique souriant faiblement. À côté de lui, une femme aux cheveux châtains, attachés, qui posait une main sur l'épaule d'un adolescent avec des lunettes similaires à celles de l'homme. De l'autre côté, une fillette d'une dizaine d'années, en juste au corps de danse, souriait largement. Au dos de la photo, toujours cette écriture « Famille Mercier, août 1987 ». José et Karim se regardèrent. « C'est bizarre, non ?» dit Karim. « Pourquoi quelqu'un cacherait ça dans un mur ?» José fronça les sourcils. Quelque chose dans cette découverte le mettait mal à l'aise. La date sur la cassette, l'aspect de la boîte cachée intentionnellement, le mot « confidentiel » sur l'enveloppe. Je crois qu'on devrait appeler le chef de chantier. Éric Delmas arriva quelques minutes plus tard. Quand il examina le contenu de la boîte, son visage devint grave. « Écoutez les gars, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air sérieux. On va appeler la police. Ne touchez plus à rien. » À 13 heures, deux policiers de la brigade criminelle de Toulouse arrivèrent sur le chantier. L'un d'eux, le lieutenant Marc Roussel, 38 ans, prit la boîte avec précaution. Il lut l'inscription sur la cassette, examina la photo. « Antoine Mercier », murmura-t-il. « Ce nom me dit quelque chose. » De retour au commissariat, le lieutenant Roussel fit une recherche dans les archives. Et là, il trouva le dossier d'Antoine Mercier, médecin cardiologue disparu le 15 septembre 1987, voiture retrouvée près du canal du Midi, aucune trace depuis 24 ans, affaire classée sans suite, présumé décédé. Bon sang, souffla Roussel. Il appela immédiatement son supérieur, le commandant Sophie Lacroix, qui dirigeait la brigade criminelle depuis 5 ans. Quand il lui expliqua la situation, elle décida d'agir rapidement. « On va écouter cette cassette », dit-elle. « Mais d'abord, on contacte la famille. Si cet homme a disparu il y a 24 ans, sa femme et ses enfants méritent de savoir qu'on a trouvé quelque chose. » Retrouver Sylvie Mercier ne fut pas difficile.
Elle vivait toujours à Toulouse, maintenant âgée de 62 ans, retraitée, dans un petit appartement du quartier de Jolimont. Le samedi 19 mars au matin, 2 policiers sonnèrent à sa porte. Quand Sylvie ouvrit et vit les uniformes, son visage pâlit. Pendant une seconde, elle fut ramenée 24 ans en arrière à ce mercredi matin où elle était allée au commissariat déclarer la disparition d'Antoine. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Madame Mercier, » dit doucement la policière, « nous avons trouvé quelque chose qui appartenait à votre mari. Est-ce que nous pouvons entrer ?» Dans le petit salon de Sylvie, les policiers lui expliquèrent. La démolition, la boîte cachée dans le mur, la cassette avec le nom d'Antoine. Sylvie écoutait, incrédule. « Une cassette ? Antoine a laissé une cassette ? Nous ne l'avons pas encore écoutée, expliqua le policier. Nous voulions d'abord vous prévenir. Aimeriez-vous être présente quand nous le ferons ? Sylvie hésita. 24 ans. 24 ans qu'elle n'avait pas entendu la voix de son mari. 24 ans qu'elle se demandait ce qui s'était passé. Et maintenant, peut-être, elle allait enfin savoir. « Oui, dit-elle finalement, je veux être là, et je veux que mes enfants soient là aussi. » Le lundi 21 mars, Sylvie, Mathieu et Camille se retrouvèrent dans un bureau du commissariat central de Toulouse. Mathieu avait maintenant 37 ans, professeur d'histoire, les cheveux déjà grisonnants, comme l'avaient été ceux de son père. Camille, 33 ans, était revenu de Paris dès que sa mère l'avait appelé. Ils étaient tous les trois assis autour d'une table, face au commandant Lacroix et au lieutenant Roussel. La cassette était posée sur la table, à côté d'un vieux magnétophone que les policiers avaient déniché au service des archives. C'était un modèle des années 90, mais il fonctionnait encore. « Avant de l'écouter, dit le commandant Lacroix, je dois vous prévenir. Nous ne savons pas ce qu'il y a sur cette cassette. Cela pourrait être difficile à entendre. Si à un moment vous voulez qu'on arrête, vous le dites. » Sylvie serra la main de Mathieu. De l'autre côté, Camille prit celle de sa mère. Ils hochèrent la tête. Le lieutenant Roussel appuya sur le bouton « play ». D'abord, il y eut un grésillement, puis un bruit de souffle, comme quelqu'un qui inspire profondément, et enfin une voix que Sylvie n'avait pas entendue depuis 24 ans. La voix d'Antoine. « Je m'appelle Antoine Mercier, je suis médecin cardiologue à Toulouse. Nous sommes le 13 septembre 1987, il est 23h15. Si vous écoutez cette cassette, c'est que je ne suis plus là pour expliquer moi-même. C'est que j'ai fait ce que je dois faire, ce que j'ai décidé de faire. » La voix était calme, posée, mais on sentait une tension sous-jacente, une fatigue profonde. « Je vais tout expliquer depuis le début, parce que je veux que vous compreniez. Je veux que ma famille comprenne si un jour cette cassette parvient jusqu'à eux. Sylvie, Mathieu, Camille, je suis désolé, je suis tellement désolé. » Il y eut un silence, une respiration tremblante. Tout a commencé il y a 3 mois, en juin dernier, avec un patient, un enfant. Dans le bureau du commissariat, personne ne bougeait. Les yeux de Sylvie étaient remplis de larmes. Mathieu serrait les mâchoires. Camille fixait la cassette comme si elle pouvait voir à travers. Voir son père en train d'enregistrer ses mots 24 ans auparavant. La voix d'Antoine continuait, et ce qu'elle révélait allait tout changer. Son nom était Julien Marchand. Il avait 6 ans. Un petit garçon aux cheveux blonds, aux yeux bleus, avec ce sourire qui vous fait oublier tous vos problèmes. Il est arrivé à mon cabinet en juin avec ses parents, monsieur et madame Marchand. Des gens simples, lui travaillait comme mécanicien automobile, elle était caissière dans un supermarché. Antoine fit une pause sur la cassette. On l'entendait boire quelque chose, probablement de l'eau. Julien avait des malaises depuis quelques semaines. Des essoufflements anormaux pour un enfant de son âge. Sa pédiatre l'avait envoyé chez moi pour un bilan cardiaque. J'ai fait tous les examens, l'échographie, l'électrocardiogramme, et j'ai découvert ce que je redoutais. Julien avait une malformation cardiaque congénitale complexe, une tétralogie de Fallot, avec des complications. Sans intervention chirurgicale, il ne vivrait probablement pas jusqu'à l'adolescence. Dans le bureau, le commandant Lacroix fronça les sourcils. Elle connaissait ce type de pathologie. C'était grave, effectivement, mais opérable.
J'ai expliqué aux parents marchands que leur fils devait être opéré. L'hôpital des enfants de Toulouse avait une excellente équipe de chirurgie cardiaque pédiatrique. Le docteur Bernard Fabre était l'un des meilleurs dans ce domaine. Je les ai mis en contact. J'ai transféré le dossier. Tout se passait selon les protocoles. Un nouveau silence. Mais ensuite, j'ai reçu un appel de l'hôpital. L'assurance maladie de la famille Marchand avait des complications, des retards de paiement de cotisation, des problèmes administratifs. L'opération était prévue pour fin août, mais sans garantie de prise en charge complète, l'hôpital ne pouvait pas programmer l'intervention. C'était la politique, les règles. La voix d'Antoine se fit plus tendue. Je suis allé voir les marchands. Je leur ai expliqué la situation. Ils étaient effondrés. Ils m'ont montré leur relevé bancaire. Ils n'avaient pas les moyens de payer une opération de cette envergure. Plusieurs centaines de milliers de francs. C'était impossible pour eux. Monsieur Marchand m'a supplié. « Docteur, il doit bien y avoir une solution. On ne peut pas laisser notre fils mourir à cause de paperasse. » Un sanglot étouffé. Antoine pleurait sur la cassette. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. J'ai contacté des associations, des fondations, des fonds d'aide médicale. Mais les délais étaient longs. Plusieurs mois, peut-être un an. Et Julien n'avait pas un an. Il se dégradait rapidement. En juillet, il a fait une crise sévère. Il a été hospitalisé en urgence. Les médecins ont dit qu'il fallait opérer rapidement. Mais toujours ce problème d'assurance, toujours ces complications administratives. La voix devint un murmure. Et puis, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais dû faire, mais je ne voyais pas d'autre solution. Sylvie porta sa main à sa bouche. Qu'est-ce qu'Antoine avait fait? J'avais un autre patient. Monsieur Germain Lefebvre, 72 ans, retraité. Un homme seul, sans famille. Il avait une bonne assurance complémentaire, une excellente couverture médicale. Il venait me voir régulièrement pour son suivi cardiaque, des problèmes mineurs mais nécessitant une surveillance. Antoine inspira profondément. En août, Monsieur Lefebvre a dû être hospitalisé pour une intervention bénigne, une pose de pacemaker préventif, rien de dramatique. Il est resté 3 jours à l'hôpital, puis est rentré chez lui. Tout s'était bien passé. Un autre silence, plus long. C'est là que j'ai falsifié des documents. J'ai utilisé l'identité de Monsieur Lefebvre pour faire admettre Julien Marchand à l'hôpital des enfants. J'ai modifié des dossiers médicaux. J'ai créé une fausse identité pour l'enfant. Sur le papier, c'était Germain Lefebvre qui devait subir une intervention cardiaque urgente. En réalité, c'était Julien. Dans le bureau du commissariat, tout le monde était sous le choc. Antoine Mercier avait commis une fraude médicale. Une fraude massive. L'opération a eu lieu le 25 août 1987. Le docteur Fabre a opéré l'enfant pendant 7 heures. C'était risqué, complexe. Mais il a réussi. Julien a survécu. L'opération était une réussite. La voix d'Antoine se brisa. Mais il y a eu des complications post-opératoires. Des choses qui arrivent, même quand tout est fait correctement. Julien a fait une infection. Malgré les antibiotiques, malgré tous les soins, l'infection s'est généralisée. 3 jours après l'opération, le 28 août, Julien est mort. Un long silence. On entendait Antoine pleurer doucement. Un enfant de 6 ans est mort, et c'était ma faute. Pas parce que l'opération avait mal été faite. Le docteur Fabre avait fait un travail impeccable, mais parce que j'avais menti, parce que j'avais falsifié des dossiers, parce que j'avais joué avec le système. Mathieu ferma les yeux. Son père, le médecin intègre qu'il admirait tant, avait enfreint toutes les règles. Ce qui s'est passé ensuite a été encore pire. L'hôpital a contacté Monsieur Lefebvre pour un suivi post-opératoire. Évidemment, il ne comprenait rien. Il n'avait subi aucune opération cardiaque majeure. L'administration hospitalière a commencé à poser des questions, à vérifier les dossiers, et ils ont découvert les incohérences, les falsifications. Antoine Toussa se racla la gorge. Le 8 septembre, j'ai été convoqué par la direction de l'hôpital. Ils avaient tout compris. Ils savaient ce que j'avais fait. Le directeur m'a dit que c'était extrêmement grave. Fraude à l'assurance maladie, falsification de documents médicaux, mise en danger d'un patient.
Je risquais la prison, je risquais de perdre mon droit d'exercer. Mon nom serait détruit, ma famille serait détruite. La voix se durcit. Ils m'ont donné une semaine pour présenter ma démission officielle pour raison personnelle, avant qu'ils ne lancent les procédures légales. Ils voulaient éviter le scandale pour l'hôpital. Si je démissionnais sans faire de bruit, ils minimiseraient l'affaire. Sinon, ils iraient jusqu'au bout. Le procès, la médiatisation, tout. Un autre sanglot. Les parents, marchant, ils ne savaient rien. Je leur ai dit que Julien était mort à cause de complications imprévisibles. Ils pleuraient, ils me remerciaient d'avoir tout tenté. Je n'ai pas eu le courage de leur dire la vérité, que c'était ma faute, que si je n'avais pas manipulé le système, peut-être que leur fils aurait pu être opéré légalement plus tard, peut-être qu'il aurait survécu. La cassette tournait. On entendait Antoine respirer difficilement. J'ai passé une semaine en enfer. Je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé. Sylvie me demandait ce qui n'allait pas. Je lui disais que c'était le travail, la fatigue. Comment aurais-je pu lui dire? Comment aurais-je pu regarder mes enfants en sachant ce que j'avais fait? Camille pleurait maintenant, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. J'ai envisagé toutes les options. Démissionner et vivre avec la honte. Affronter le procès et essayer de me défendre. Dire que j'avais voulu sauver un enfant. Mais je savais comment ça finirait. La prison, le déshonneur, ma famille éclaboussée par le scandale. La voix devint un murmure à peine audible. Alors j'ai décidé. J'ai décidé de disparaître. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour protéger ma famille. Si je disparais, si personne ne retrouve mon corps, l'affaire s'éteindra. L'hôpital n'aura aucun intérêt à poursuivre un homme disparu. Le scandale sera évité. Sylvie et les enfants pourront continuer leur vie sans porter le poids de ma faute. Dans le bureau, Sylvie secoua la tête incrédule. « Non, Antoine, non. Je sais ce que vous pensez, » continuait la voix sur la cassette. « Vous pensez que je suis un lâche. Vous avez raison, je le suis. Mais je préfère que vous pensiez que je suis mort dans un accident, que j'ai disparu mystérieusement, plutôt que vous sachiez la vérité. Que le docteur Antoine Mercier était un fraudeur. Quelqu'un qui a causé la mort d'un enfant par orgueil et désespoir. » Un long silence. « Mardi prochain, le 15 septembre, je vais assister à la conférence à l'hôpital Purpan. Puis je vais disparaître. Je laisserai ma voiture près du canal. Je prendrai un train, n'importe lequel. J'irai loin, je changerai d'identité. Je vivrai le reste de ma vie en sachant ce que j'ai fait, mais au moins, vous serez protégés. » La voix se brisa complètement. « Sylvie, mon amour, je suis désolé. Tu méritais un meilleur mari. Mathieu, Camille, vous méritez un meilleur père. Je vous aime. Je vous aimerai toujours. Mais je ne peux pas rester, je ne peux pas affronter ce qui m'attend. Pardonnez-moi. Même si vous ne pouvez pas, même si vous ne devez pas, sachez que je vous ai aimé plus que tout. » Un dernier souffle tremblant. « Cette cassette, je la cache dans le mur de mon ancien cabinet médical. Le bâtiment où j'ai commencé ma carrière, quand je louais un bureau au 2e étage, avant d'ouvrir mon propre cabinet. Peut-être que personne ne la trouvera jamais. Peut-être qu'elle sera découverte dans 50 ans, quand plus personne ne se souviendra de moi. Mais si quelqu'un l'écoute, au moins la vérité sera dite. Au moins quelqu'un saura. » Un clic. La cassette s'arrêta. Le silence dans le bureau était absolu. Personne ne bougeait. Sylvie fixait le magnétophone, les yeux rouges. 24 ans. 24 ans qu'elle portait ce poids, cette question sans réponse. Et maintenant, elle savait. Son mari n'était pas mort accidentellement. Il n'avait pas été enlevé. Il n'avait pas eu d'amnésie. Il avait choisi de partir. Il avait choisi de les abandonner pour échapper aux conséquences de ses actes. « Maman », murmura Mathieu, mais il ne savait pas quoi dire d'autre. Le commandant Lacroix se racla la gorge, rompant le silence. « Je suis vraiment désolé, » dit-elle doucement. « Je sais que c'est difficile à entendre. » Sylvie secoua la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Il pensait nous protéger, » dit-elle d'une voix brisée. « Il pensait que nous souffririons moins s'il disparaissait. Mais il ne comprenait pas. L'incertitude était pire que tout. Ne pas savoir, se demander chaque jour, chaque nuit, ce qui s'était passé. » Camille prit la parole, la voix tremblante. « Il a dit qu'il allait prendre un train.
qu'il allait changer d'identité, qu'il allait vivre loin. Alors, il pourrait être encore vivant? Le lieutenant Roussel hésita. C'est possible, mais 24 ans ont passé. Il aurait 66 ans maintenant. Il pourrait être n'importe où, sous n'importe quel nom. Nous devons vérifier cette histoire, dit le commandant Lacroix. L'hôpital, les dossiers médicaux, l'enfant Julien Marchand, tout doit être vérifié. Au cours des jours suivants, l'enquête reprit avec une intensité nouvelle. Le lieutenant Roussel et son équipe éplucha les archives de l'hôpital des enfants de Toulouse, remontant à l'été 1987. Ils trouvèrent le dossier. Julien Marchand, 6 ans, décédé le 28 août 1987 des suites d'une septicémie post-opératoire. L'opération avait été réalisée par le docteur Bernard Fabre, chirurgien cardiaque pédiatrique. Mais les documents administratifs étaient étranges, des incohérences, des corrections manuscrites, des notes marginales. Le docteur Fabre, maintenant âgé de 78 ans et retraité depuis 10 ans, fut contacté. Quand on lui parla de l'affaire Mercier, son visage s'assombrit. « Oui, je me souviens, » dit-il lentement. « C'était une situation terrible. J'ai opéré cet enfant. L'opération s'était bien passée, techniquement parlant. Mais il y a eu cette infection. Parfois, malgré tous nos efforts, le corps ne suit pas. Saviez-vous que les documents avaient été falsifiés ? Demanda le lieutenant Roussel. Le docteur Fabre soupira. Je l'ai appris après. La direction m'a convoqué. Ils m'ont expliqué qu'il y avait eu des irrégularités administratives. Que le docteur Mercier avait utilisé l'identité d'un autre patient pour faire opérer l'enfant. J'étais sous le choc. Antoine était un collègue respecté. Je ne comprenais pas comment il avait pu faire ça. Et qu'est-il arrivé après? La direction voulait étouffer l'affaire. Un scandale aurait été désastreux pour l'hôpital. Ils ont arrangé les documents, ont régularisé la situation discrètement. L'assurance maladie a fini par couvrir les frais rétroactivement en les attribuant correctement au dossier Marchand. Mais Antoine, il avait disparu avant que tout ça ne soit résolu. Quand j'ai appris sa disparition quelques semaines plus tard, j'ai compris qu'il n'avait pas supporté la pression. Les enquêteurs retrouvèrent également la trace des parents Marchand. Ils vivaient maintenant à Montpellier. Monsieur Marchand était décédé en 2005 d'un cancer, mais Madame Marchand, Isabelle, 63 ans, accepta de parler avec les policiers. « Julien était notre seul enfant, » dit-elle, la voix encore brisée après toutes ces années. « Sa mort nous a détruits. Mon mari n'a jamais vraiment surmonté. Je crois que le cancer qui l'a emporté a commencé avec le chagrin de perdre notre fils. » Saviez-vous que le docteur Mercier avait falsifié des documents pour permettre l'opération ? Demanda doucement le lieutenant Roussel. Isabelle Marchand secoua la tête. Non. On nous a dit que Julien avait été opéré normalement, que tout avait été fait selon les règles, que sa mort était due à des complications imprévisibles. Elle s'arrêta, les larmes aux yeux. Vous voulez dire que le docteur Mercier a triché pour que notre fils soit opéré ? Oui, madame. Il a utilisé l'identité d'un autre patient pour contourner les problèmes d'assurance. Isabelle pleura en silence pendant un moment. Puis elle dit « Il a essayé de sauver mon fils. Il a enfreint la loi. Il a risqué sa carrière pour donner à Julien une chance de vivre. Je ne sais pas ce que je ressens. De la colère, de la reconnaissance. Les deux ?» Le lieutenant Roussel ne répondit pas. Il n'y avait pas de bonne réponse. L'enquête révéla également le contenu de l'enveloppe trouvée dans la boîte métallique. À l'intérieur, des copies de documents médicaux falsifiés, des notes manuscrites d'Antoine détaillant ses manipulations et une lettre personnelle adressée à Sylvie, jamais envoyée. Dans cette lettre, Antoine avait écrit des choses qu'il n'avait pas pu dire sur la cassette, des détails intimes, des souvenirs de leur vie ensemble. La façon dont elle riait quand il essayait de cuisiner et ratait systématiquement. Les dimanches matins au lit avec les enfants qui venaient de se blottir entre eux, les projets qu'ils avaient pour leur retraite, visiter l'Italie, peut-être acheter une petite maison en Dordogne. « Je renonce à tout ça », écrivait-il. « Je renonce à notre avenir parce que j'ai échoué dans mon présent. Je pensais pouvoir jouer à Dieu, décider qui méritait de vivre et comment. J'ai voulu être le héros qui sauve un enfant malgré le système.
Mais je n'étais qu'un homme arrogant, qui croyait savoir mieux que tout le monde. La lettre se terminait par ces mots. « Si un jour tu apprends la vérité, sache que je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de ne pas laisser ma faute détruire ta vie. Vis, Sylvie, sois heureuse. Tu le mérites tellement plus que ce que je t'ai donné. » Quand Sylvie lut cette lettre, dans le bureau du commandant Lacroix, elle pleura pendant 20 minutes sans pouvoir s'arrêter. Mathieu et Camille l'entourèrent, impuissants devant cette douleur qui ressurgissait après tant d'années. Mais l'enquête n'était pas terminée. La grande question restait, qu'était devenu Antoine Mercier? Était-il vraiment parti? Avait-il réussi à construire une nouvelle vie ailleurs? Le commandant Lacroix décida d'utiliser tous les moyens disponibles. Les bases de données nationales furent consultées, les registres de décès, les fichiers d'identité, les contrôles de police. Aucune trace d'un Antoine Mercier correspondant à son profil n'apparut après septembre 1987. Les gares furent vérifiées. Les archives de la SNCF de l'époque étaient incomplètes, mais on retrouva des listes de vente de billets. Le 15 septembre 1987, plusieurs trains étaient repartis de Toulouse en fin d'après-midi et soirée. Des trains vers Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, impossible de savoir lequel Antoine avait pu prendre, s'il en avait pris un. Puis, une découverte. Le mercredi 23 mars, une semaine après l'écoute de la cassette, le lieutenant Roussel reçut un appel d'un commissariat de Lyon. Un de leurs inspecteurs avait entendu parler de l'affaire Mercier par les canaux internes de la police. Et il avait quelque chose. « Nous avons eu un cas étrange en octobre 1987, expliqua l'inspecteur lyonnais. Un homme retrouvé mort dans une chambre d'hôtel miteux du quartier de la Guillotière. Pas de papier d'identité sur lui. Mort naturelle, infarctus du myocarde selon le médecin légiste. L'homme avait la quarantaine, correspondait physiquement à la description d'Antoine Mercier, mais nous n'avons jamais pu l'identifier. Il est enterré dans le carré des indigents du cimetière de la Guillotière, sous le nom de Inconnu numéro 17, octobre 1987. Le cœur du lieutenant Roussel s'accéléra. « Vous avez des photos, des effets personnels ? Les photos sont dans nos archives, les effets personnels aussi. Pas grand-chose, des vêtements, une petite somme d'argent, un livre. » Les photos furent envoyées par courrier express. Quand elles arrivèrent le lendemain, le lieutenant Roussel les étudia attentivement. L'homme était allongé sur une table d'autopsie, le visage blême, les yeux fermés. Il avait les cheveux bruns grisonnants, des lunettes à monture métallique. La morphologie correspondait. Sylvie fut convoquée pour identifier les photos. Ce fut le moment le plus difficile. Regarder ces images d'un cadavre, essayer de reconnaître l'homme qu'elle avait aimé pendant 15 ans. Elle examina chaque détail, le nez, la forme du visage, les mains visibles sur une des photos. « Je crois que c'est lui, » dit-elle finalement, la voix tremblante. La forme du visage, les mains. Antoine avait cette cicatrice sur l'index droit. Il s'était coupé en bricolant quand Mathieu était bébé. Sur cette photo, on voit une cicatrice similaire. Mais une identification visuelle n'était pas suffisante. Il fallait une preuve scientifique. Le problème. En 1987, les tests ADN n'étaient pas utilisés couramment par la police française. Le corps avait été enterré sans prélèvement génétique. Le commandant Lacroix prit une décision difficile. Nous allons devoir exhumer le corps. Le vendredi 1er avril 2011, une équipe médico-légale se rendit au cimetière de la Guillotière à Lyon. Dans le carré des indigents, sous une simple dalle marquée « Inconnu 17, octobre 1987 », le corps fut déterré. 24 ans sous terre. Les restes étaient dans un état de décomposition avancée, mais les os étaient préservés. Des échantillons furent prélevés. L'ADN fut extrait et comparé à celui de Mathieu et Camille, qui avaient accepté de donner leur ADN pour permettre l'identification. Les résultats arrivèrent 2 semaines plus tard, le vendredi 15 avril. Le commandant Lacroix convoqua la famille Mercier dans son bureau. « Les tests sont positifs », annonça-t-elle. « L'homme enterré à Lyon est bien Antoine Mercier. La correspondance génétique avec vos enfants est de 99,9%. Il n'y a aucun doute possible. » Sylvie ferma les yeux.
Après 24 ans, elle savait enfin. Antoine était mort. Il n'avait pas vécu des années ailleurs sous une fausse identité. Il n'avait pas construit une nouvelle vie. Il était parti de Toulouse ce mardi 15 septembre 1987, était allé à Lyon, s'était enfermé dans une chambre d'hôtel miteux et son cœur avait lâché. Le stress, la culpabilité, le désespoir, tout cela avait été trop pour son corps. Le médecin légiste de l'époque avait noté que l'homme semblait avoir vécu un stress intense dans les jours précédant sa mort, continua le commandant. Les signes physiologiques étaient évidents. Votre mari est mort d'un infarctus du myocarde, probablement causé par un stress émotionnel extrême. Mathieu prit la parole pour la première fois depuis le début de la réunion. Il est mort seul, dans une chambre d'hôtel minable, sans personne pour le tenir la main, sans pouvoir nous dire au revoir une dernière fois. « Oui, » dit doucement le commandant, « je suis désolé. » Les semaines qui suivirent furent étranges pour la famille Mercier. Après 24 ans de questions sans réponse, ils avaient maintenant toutes les réponses. Et ces réponses étaient douloureuses, complexes, impossibles à résumer en termes simples de bien ou de mal. Antoine Mercier avait commis une fraude médicale. Il avait enfreint la loi, manipulé le système, mis en danger sa carrière et sa famille. Mais il l'avait fait pour essayer de sauver la vie d'un enfant de 6 ans, dont les parents n'avaient pas les moyens de payer l'opération nécessaire. Julien Marchand était mort malgré tous ses efforts. L'opération avait réussi, mais une infection imprévisible avait emporté l'enfant. Ce n'était pas la faute d'Antoine, pas directement. Mais Antoine s'était senti responsable. Il avait porté ce poids, cette culpabilité écrasante, jusqu'à ce qu'elle le détruise. Le corps d'Antoine fut rapatrié de Lyon à Toulouse. Sylvie organisa des funérailles, 24 ans après sa disparition. C'était étrange d'enterrer quelqu'un si longtemps après sa mort, comme fermer une parenthèse qui était restée ouverte pendant plus de 2 décennies. La cérémonie eut lieu un samedi matin pluvieux de mai 2011 au cimetière de Terre-Cabade. Sylvie, Mathieu et Camille étaient présents, bien sûr. Laurent Vidal vint aussi, les cheveux maintenant complètement blancs, marchant avec une canne. Quelques anciens collègues d'Antoine, ceux qui se souvenaient encore de lui. Madeleine Fontaine, maintenant âgée de 79 ans, pleura en silence devant le cercueil. Le prêtre prononça les paroles rituelles, mais c'est Mathieu qui voulut parler, dire quelques mots sur son père. Il se leva, face aux quelques dizaines de personnes rassemblées sous la pluie fine. « Mon père était un homme bon, » commença-t-il, la voix tremblante. Il n'était pas parfait. Il a fait des erreurs graves qui ont eu des conséquences terribles, mais il les a faites en essayant de faire le bien, en essayant de sauver la vie d'un enfant. Il fit une pause, regardant le cercueil. Pendant 24 ans, nous avons vécu sans savoir. Nous nous sommes demandé ce qui lui était arrivé. Nous avons imaginé 1000 scénarios. Et maintenant, nous savons. Il est parti pour nous protéger. Il a choisi de disparaître plutôt que de nous faire porter la honte de ses actes. Il pensait que c'était la meilleure solution. Sa voix se brisa. Il avait tort. Nous aurions préféré savoir la vérité. Nous aurions préféré l'affronter ensemble, comme une famille, mais il a pris cette décision seul, dans sa souffrance, dans son désespoir. Et nous devons accepter ça. Nous devons accepter qu'il était humain, faillible, brisé par le poids de ses choix. Mathieu regarda sa mère, puis sa sœur. Aujourd'hui, nous l'enterrons. Aujourd'hui, nous lui disons au revoir, mais nous ne l'oublierons pas. Nous nous souviendrons du bon médecin qu'il était, du père aimant qu'il a été. Nous nous souviendrons de ses rires, de ses histoires, de sa passion pour son travail. Et oui, nous nous souviendrons aussi de ses erreurs, parce que c'est tout ça qui fait ce qu'il était. Un homme complexe, imparfait, mais fondamentalement bon. Il y eut un long silence. Puis Camille se leva et déposa une rose blanche sur le cercueil. Sylvie fit de même. Mathieu posa sa main sur le bois lisse. « Au revoir, papa » murmura-t-il. Après l'enterrement, la famille rentra à l'appartement de Sylvie. Ils parlèrent pendant des heures. Des souvenirs émergèrent, des histoires qu'ils n'avaient pas racontées depuis des années.
Ils rirent de certaines anecdotes, pleurèrent pour d'autres. « Tu te souviens, dit Camille, quand papa essayait de m'aider à réviser mes tables de multiplication et qu'il se trompait tout le temps? Il disait que c'était pour tester si je faisais attention. » Mathieu sourit. Ou quand il a essayé de monter ce meuble Ikea et qu'il s'est retrouvé avec 3 pièces en trop à la fin. Sylvie rit doucement. Il n'était vraiment pas doué en bricolage. Mais il essayait toujours. Il voulait tellement bien faire. Le silence retomba. Puis Sylvie dit ce qu'elle avait gardé pour elle depuis des semaines. « Je lui pardonne, dit-elle simplement, pour tout, pour ses erreurs, pour nous avoir abandonnés, pour avoir choisi de partir plutôt que de rester. Je comprends maintenant qu'il était au-delà de ce qu'il pouvait supporter. Il a craqué. Et je ne peux pas lui en vouloir pour ça. » Mathieu hocha la tête. « Moi aussi, je lui pardonne. » Camille essuya ses larmes. « Moi aussi. » Dans les semaines qui suivirent, l'histoire d'Antoine Mercier fut couverte par les médias locaux. La Dépêche du Midi publia un long article sur « le médecin qui a voulu jouer à Dieu et qui en est mort ». L'article était globalement empathique, présentant Antoine comme un homme déchiré entre l'éthique professionnelle et le désir de sauver une vie. Le Conseil de l'Ordre des médecins ouvrit une enquête posthume. Mais que pouvait-il faire? Radier un homme mort depuis 24 ans? Ils publièrent un communiqué reconnaissant que le docteur Antoine Mercier avait commis des fautes professionnelles graves, mais soulignant aussi les circonstances particulières et le dilemme éthique auquel il avait été confronté. Isabelle Marchand, la mère de Julien, donna une interview émouvante à un journal. « Le docteur Mercier a risqué tout ce qu'il avait pour essayer de sauver mon fils, dit-elle. Oui, il a enfreint la loi. Oui. Il a manipulé le système, mais il l'a fait parce que le système était injuste, parce qu'un enfant de 6 ans n'aurait pas dû mourir faute d'argent. Je ne peux pas lui en vouloir. Je ne peux que le remercier d'avoir essayé. » L'affaire souleva des débats dans la communauté médicale. Jusqu'où un médecin peut-il aller pour sauver un patient? Quand l'éthique personnelle doit-elle primer sur les règles institutionnelles? Quand les règles institutionnelles deviennent-elles des obstacles à la mission fondamentale de la médecine? Il n'y avait pas de réponse simple. Seulement des questions difficiles et des zones grises. Laurent Vidal, interrogé par un journaliste, dit « Antoine était mon meilleur ami. Je croyais le connaître parfaitement. Mais il portait ce secret, cette souffrance, sans que je m'en aperçoive. Ça me hante encore. Aurais-je pu faire quelque chose si j'avais su? Aurais-je pu l'aider? Je ne le saurais jamais. » Pour la famille Mercier, la vie continua. Différemment maintenant. Ils avaient enfin des réponses. Ils avaient enfin pu dire au revoir. La blessure était toujours là, mais elle pouvait commencer à cicatriser. Mathieu retourna à son lycée, à ses élèves, à ses cours d'histoire. Mais il avait changé. Il enseignait maintenant les événements historiques, non pas comme des faits simples, mais comme des moments complexes où des humains imparfaits prenaient des décisions difficiles dans des circonstances impossibles. Camille repartit à Paris, reprit sa carrière de comédienne. Elle jouait différemment maintenant, avec plus de profondeur, plus de compréhension des nuances humaines. Elle décrocha un rôle dans une pièce qui parlait justement de secrets de famille, de choix impossibles. Chaque soir sur scène, elle pensait à son père. Sylvie continua sa vie tranquille de retraitée à Toulouse. Elle avait maintenant 62 ans. Parfois, elle marchait le long du canal du Midi, là où la voiture d'Antoine avait été retrouvée 24 ans auparavant. Elle s'asseyait sur un banc, regardait l'eau couler lentement et parlait mentalement à son mari. « Tu aurais dû rester, lui disait-elle. Tu aurais dû nous faire confiance. Nous aurions affronté ça ensemble. Oui, ça aurait été difficile. Oui, il y aurait eu un scandale. Mais nous aurions survécu, en famille, ensemble. » Elle savait qu'il ne répondrait jamais. Mais ça la soulageait de le dire. 1 an après la découverte de la cassette, en mars 2012, Sylvie reçut une lettre. L'enveloppe portait un timbre de Montpellier. C'était d'Isabelle Marchand. Dans la lettre, Isabelle écrivait « Chère Madame Mercier, je sais que nous ne nous connaissons pas, mais nous sommes liés par le docteur Antoine Mercier et par mon fils Julien. Je voulais vous dire que je ne vous en veux pas, ni à votre mari. Je sais que ce qu'il a fait, il l'a fait pour Julien.
pour essayer de lui donner une chance. Oui, Julien est mort quand même, mais au moins, il a eu cette chance. Sans le docteur Mercier, il serait mort sans même cette tentative. Je voulais que vous sachiez que je considère votre mari comme quelqu'un qui a essayé d'être un héros, même s'il a échoué. Et les héros ne réussissent pas toujours. Mais ils essaient. Votre mari a essayé. C'est ce qui compte. Sylvie pleura en lisant cette lettre. Pleura de soulagement, de tristesse, de gratitude. Elle répondit à Isabelle, et les deux femmes entamèrent une correspondance qui durerait des années. Deux femmes liées par la tragédie, trouvant du réconfort dans le partage de leur douleur. La boîte métallique rouillée, la cassette TDK, l'enveloppe Kraft, la photo de famille, tous ces objets furent placés dans un carton, conservé précieusement par Mathieu. C'étaient les derniers messages de son père, les dernières traces de sa voix, de son écriture, de ses pensées. Parfois, tard le soir, Mathieu sortait la cassette et l'écoutait. Non pas en entier, c'était trop douloureux, mais juste les dernières secondes, où Antoine disait « Je vous aime, je vous aimerai toujours ». Ces mots, au moins, étaient vrais. Au milieu de toute cette complexité, de toutes ces erreurs, de toutes ces souffrances, cet amour était réel, et c'était peut-être la seule chose qui comptait vraiment au final. Ce cas nous montre à quel point les choix humains peuvent être complexes, à quel point la frontière entre le bien et le mal peut être floue quand on est confronté à des dilemmes impossibles. Le docteur Antoine Mercier a enfreint la loi pour essayer de sauver un enfant. Il a échoué, et il n'a pas pu vivre avec cet échec. Son histoire soulève des questions qui dépassent le cadre de la médecine. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour faire ce que nous croyons être juste? Quelles sont les limites de notre responsabilité envers les autres? Et comment vivons-nous avec les conséquences de nos choix quand ils ne se déroulent pas comme prévu? Qu'en pensez-vous? Auriez-vous fait le même choix qu'Antoine Mercier face à un enfant mourant et un système bureaucratique? Pensez-vous qu'il a eu raison d'essayer, même si cela a mené à la tragédie? Ou aurait-il dû respecter les règles, même si cela signifiait laisser mourir un enfant sans tenter l'impossible? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur les zones grises de l'éthique humaine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette enquête approfondie vous a intéressé et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécierait ce type de récit complexe et nuancé sur la nature humaine.